24 heures, c'est précisément la durée qu'il aura fallu à la France pour comprendre qu'un traître siégeait au sommet de son gouvernement. 24 heures séparent le moment où Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, achevait de mettre en place les derniers rouages de sa trahison, et celui où Sébastien Lecnu allait dévoiler devant le monde entier l'étendue d'une conspiration tapie dans l'ombre de la République. Ce qui s'est joué ce jour-là défie tout ce qu'une démocratie moderne pourrait imaginer. C'est le récit d'un sabotage d'État fomenté depuis les plus hautes sphères du pouvoir et celui d'un homme qui a osé tout dévoiler. Au matin du 15 décembre, 2000 personnes ne pressentaient ce qui allait surgir. Ni le cornu persuadé de continuer à servir la République avec honneur, ni l'Élysée convaincu d'avoir la situation parfaitement en main. Et surtout pas Bruno Retailleau ignorant que son machiavélique stratagème s'apprêtait à voler en éclats. Tout commence 3 semaines auparavant dans le silence feutré des bureaux du ministère de l'Intérieur, place Beauvau. Ce jour-là, Bruno Retailleau reçoit une visite qu'il n'avait pas vu venir, un émissaire dépêché par Marine Le Pen, un homme à l'allure soignée vêtu d'un costume sombre qui se présente sous le simple nom de Monsieur Laurent. Et cet homme-là n'avait rien d'un visiteur ordinaire. Ancien des services secrets reconverti dans les opérations politiques clandestines, il était le véritable stratège de l'ombre au Rassemblement national. Monsieur le ministre, lance Laurent en prenant ses aises dans le fauteuil en cuir installé face au bureau de Retailleau. Nous savons pertinemment que votre position actuelle dans ce gouvernement ne vous comble pas. Et nous savons aussi que vos ambitions visent bien plus haut. Joignant le geste à la parole, Laurent extrait de sa mallette un épais dossier qu'il dépose devant lui. Nous avons épluché votre carrière, vos déclarations. Vos prises de position, honnêtement, votre place n'est pas dans ce gouvernement de gauche molle. Intrigué, Retailleau avait entrepris de feuilleter le dossier. À l'intérieur figurait une analyse minutieuse de son parcours politique, de ses prises de parole et même de ses ambitions les plus secrètes. Découvrir à quel point le RN avait sondé jusqu'à ses pensées les plus intimes avait quelque chose de déstabilisant. Concrètement, qu'attendez-vous de moi? Avait-il fini par lâcher la méfiance, gagnant soudain ses traits? Laurent s'était fendu d'un sourire. Nous venons vous soumettre une proposition. Une proposition susceptible de bouleverser radicalement votre destin politique. Ce que le Rassemblement national mettait sur la table, c'était un appui sans réserve en vue d'une candidature à la présidentielle, financement intégral de la campagne relais dans les médias, ralliement des élus locaux, bref, un dispositif complet pour faire de lui un prétendant crédible à l'Élysée. Mieux encore, leurs équipes avaient déjà déblayé le terrain ciblé, les circonscriptions à conquérir, recensé les alliances envisageables et dressé la liste des fragilités de ses futurs rivaux. 15% au premier tour, c'est garanti, avait insisté Laurent. Avec une campagne menée tambour battant et nos réseaux derrière, le second tour devient envisageable. Imaginez un peu vous président de la République française en 2000. La proposition avait de quoi séduire. L'Élysée Retailleau en rêvait depuis toujours, mais il avait pleinement conscience qu'avec son parti d'origine, ses perspectives frôlaient le néant. Le RN lui tendait ce qu'aucune autre formation politique n'aurait jamais pu garantir une véritable porte d'entrée vers le sommet de l'État. Mais en contrepartie, avait poursuivi Laurent, nous attendons de vous un service tout à fait spécifique. Vous allez torpiller le cornu, et ce depuis l'intérieur même du gouvernement. Retailleau en avait sursauté sur son siège. Faire tomber le Premier ministre, mesurez-vous seulement la portée de ce que vous me demandez? Laurent avait alors déroulé la mécanique dans le moindre détail. Retailleau mettrait à profit ses pouvoirs de ministre de l'Intérieur pour bâtir un dossier à charge contre le cornu. Et pas un dossier ordinaire, un dossier de corruption financière taillé pour anéantir définitivement sa réputation. La machination était d'une noirceur magistrale. L'idée consistait à faire croire que le cornu avait empoché des pots de vin venus d'entreprises chinoises en échange de juteux contrats d'armement. Factures truquées, comptes offshore fictifs, témoins stipendiés. Chaque pièce du puzzle serait fabriquée de toutes pièces pour précipiter la chute du Premier ministre. Sachez que les préparatifs sont déjà bien avancés, avait poursuivi Laurent en extrayant une seconde chemise de sa mallette. Tenez, voici la liste des sociétés chinoises que nous comptons impliquer. Voici les sommes correspondant aux prétendus pots de vin. Et voilà même le déroulé précis des rendez-vous clandestins censés avoir servi à l'échange des fonds. Le contenu du dossier glacé par son professionnalisme, pas un détail laissé au hasard.
Chaque pièce du puzzle trouvait sa place avec une précision millimétrée. Les dates, les lieux, les montants, tout avait été calibré pour résister à l'examen le plus scrupuleux. Laurent avait poussé le perfectionnisme jusqu'à anticiper les questions éventuelles des journalistes en y associant les réponses que Retilo serait tenu de fournir. Le nom de code de l'opération sera Dragon Rouge, avait-il ajouté une appellation qui évoquait à la fois la Chine et la menace. Bien malgré lui, Retilo ne pouvait que s'incliner devant le raffinement de la machination. Aucun bricolage d'amateurs là-dedans, on touchait là à une opération d'une ampleur digne des services de renseignement. Et si je décline, avait-il osé demander alors même qu'il devinait déjà être pris dans la nasse. Laurent avait alors tiré de sa mallette un ultime dossier sensiblement plus mince que les précédents. Nous disposons de renseignements concernant certains arrangements financiers que vous entretenez avec des promoteurs immobiliers de votre fief. Des éléments qui ne manqueraient pas d'attiser l'intérêt des journalistes et de la justice. À l'intérieur s'entassaient des clichés montrant Retilo en train de recevoir des enveloppes des relevés bancaires, retraçant des comptes jamais déclarés ainsi que des dépositions de promoteurs disposés à témoigner. Du chantage à l'état brut, oui, mais d'une efficacité redoutable. 48 heures pour vous décider, avait tranché Laurent en se redressant. Passez ce délai, 2 options, ou bien vous rejoignez notre camp et votre avenir devient radieux, ou bien vous nous faites face en ennemi et votre passé vous rattrape sans pitié. À vous de trancher. Cette nuit-là, Bruno Retilo n'a pas fermé l'œil une seule seconde. Il a arpenté son bureau de long en large, soupçant chaque option, mesurant les risques face aux gains potentiels. D'un côté se dessinait la promesse de l'Élysée portée par les soutiens du RN. De l'autre planait la menace de voir sa carrière partir en lambeaux à cause de ses propres compromissions. Aux premières lueurs du jour, sa résolution était prise. Confronté à l'alternative entre pactiser avec l'extrême droite et l'anéantissement de sa carrière, Retilo avait opté pour la trahison. 3 semaines durant, Retilo s'était attelé avec méthode à l'orchestration de sa conspiration. S'appuyant sur les moyens colossaux dont disposait son ministère, il avait mis en branle des dizaines de fonctionnaires chargés de monter un dossier à charge contre le Cornu. Le premier pan du dispositif visait à fabriquer de fausses pièces financières. Retilo s'était tourné vers une société de conseil en informatique dont le dirigeant était un sympathisant du RN afin de produire de faux ordres de virement bancaire. Sur le papier, le Cornu aurait perçu 2,8 millions d'euros versés par des sociétés chinoises entre 2018 et 2023. Le second pan se révélait plus retors encore la fabrication de témoignages sur mesure. Retilo avait repéré 3 anciens collaborateurs ayant quitté le cabinet de Le Cornu dans des circonstances tendues grâce à un dosage subtil de pression et de pause-vin. Il était parvenu à les retourner contre leur ex-patron, Jean-Marc Durand. Autrefois conseiller technique, croulait sous les dettes après un divorce désastreux. Retilo lui avait fait entrevoir 500 000 € en échange de sa déposition complétée par la promesse d'un poste de direction dans une entreprise publique une fois qu'il aurait lui-même accédé au pouvoir. Sophie Bernstein, ancienne directrice de la communication, voyait le fisc s'apprêter à la précipiter dans la ruine. Retilo lui avait juré de faire disparaître ses dettes et de lui obtenir l'immunité judiciaire à condition qu'elle affirme avoir reçu de Le Cornu l'instruction d'étouffer certaines enquêtes journalistiques embarrassantes sur ses finances. Patrick Morel, ex-chauffeur, faisait l'objet de poursuites pour violence conjugale. Retilo lui avait offert un classement sans suite assorti d'un emploi fictif grassement rémunéré, en contrepartie d'un témoignage circonstancié décrivant les voyages clandestins de Le Cornu à l'étranger pour y retrouver ses prétendus commanditaires chinois. Chacun de ces témoins avait été drillé minutieusement par les équipes de Laurent. Ils avaient mémorisé leurs déclarations répétées sans relâche, leurs ripostes aux questions attendues, harmonisé leurs versions afin qu'elles s'emboîtent parfaitement les unes aux autres. Une véritable entreprise de manipulation psychologique exécutée avec une précision de chirurgien. Le 3e pan lui relevait du domaine le plus technique, la confection de faux documents administratifs. Retilo avait fait appel à des faussaires aguerris pour produire de fausses autorisations d'exportation d'armes, de fausses notes de frais et de faux ordres de mission. Tout un écosystème de papiers soigneusement falsifiés conçu pour étayer la thèse de la corruption. Mais le 4e pan dépassait tout en termes d'audace. Il s'agissait d'une campagne de désinformation préparatoire à grande échelle.
De concert avec les équipes de Laurent Retillot, avait orchestré la mise en ligne de milliers de faux comptes éparpillés sur les réseaux sociaux. Depuis plusieurs semaines, ces comptes inondaient la toile de rumeurs sur la fortune dissimulée de Lécornu, ses séjours fastueux financés par de mystérieux mécènes asiatiques. Et ce train de vie somptuaire qui détonnait avec ses revenus déclarés. L'enjeu conditionnait mentalement l'opinion publique pour qu'elle ne fasse qu'une bouchée du scandale au moment où il exploserait. Le jour venu, quand les preuves seraient dévoilées, les Français auraient le sentiment de voir simplement confirmer ce qu'ils flairaient déjà depuis longtemps. Seulement voilà ce que Retillot ne soupçonnait absolument pas. C'est que depuis l'amorce même de ses manigances, un regard attentif ne le quittait pas une seconde. Ce regard, c'était celui de Marie Gauthier, directrice adjointe de la Direction générale de la sécurité intérieure DGSI. À 52 ans, cette femme à la fois discrète et d'une efficacité redoutable était à la tête du service en charge de la surveillance des menaces intérieures pesant sur la sécurité de l'État. Les premières inquiétudes de Marie Gauthier remontaient au moment où ses analystes avaient relevé des consultations anormales de fichiers sensibles émanant des services de Retillot sollicitation de renseignements sur des entreprises chinoises, sans le moindre rapport avec une enquête en cours, vérification d'antécédents portant sur d'anciens collaborateurs de Lécornu. Mais ce qui avait véritablement mis la puce à l'oreille de la patronne de la DGSI, c'était l'attitude pour le moins étrange adoptée par certains fonctionnaires du ministère de l'Intérieur. Ces informateurs lui faisaient remonter des réunions tenues à huis clos, des déplacements sans justification apparente et des connexions à des bases de données effectuées en dehors des plages horaires habituelles. « Il y a quelque chose qui cloche », avait-elle glissé à son bras droit le commandant Pierre Roussel. Ces recherches n'ont strictement rien à voir avec les missions ordinaires du ministère et par-dessus tout, pour quelle raison Retillot s'acharne-t-il autant sur les finances personnelles de Lécornu? C'est à ce moment-là qu'elle s'était résolue à placer Retillot sous une surveillance discrète. Un choix lourd de conséquences. Mettre un ministre de la République sous écoute relevait d'un acte d'une gravité hors du commun. Mais Marie Gauthier sentait au plus profond d'elle-même qu'une opération d'envergure se nouait dans l'ombre. Ses agents avaient procédé en pleine nuit à la pose de micro dans le bureau de Retillot à la mise sur écoute de ses téléphones, avec l'aval secret du Premier ministre qu'elle s'était bien gardée d'informer de ses soupçons et à la filature de tous ses déplacements grâce à des équipes opérant dans la plus totale discrétion. Ce qu'elle exhumait jour après jour relevait tout bonnement de l'incroyable. Les écoutes mettaient au jour une communication permanente entre Retillot et Laurent, l'émissaire du RN. Les deux hommes échangeaient à plusieurs reprises chaque semaine, recourant à des portables chiffrés qu'ils renouvelaient à intervalles réguliers, se donnant rendez-vous dans des endroits triés sur le volet parking en sous-sol restaurant à l'écart, en banlieue appartement prêté pour la circonstance. Dragon Rouge progresse à merveille. Lâché Retillot lors d'un échange daté du 8 décembre, les faux documents devraient être bouclés d'ici la semaine prochaine. Mes 3 témoins sont parfaitement rodés et grassement payés. Vous n'avez qu'à dire quand on déclenche l'offensive contre Lécornu. Excellent, rétorquait Laurent. Marine bout d'impatience à l'idée de voir Lécornu mordre la poussière. Il faut qu'il soit définitivement carbonisé bien avant le prochain scrutin. Nos sondages internes le placent en obstacle majeur sur la route de nos ambitions. Monsieur le Premier ministre, avait-elle entamé d'un ton solennel, ce que je m'apprête à porter à votre connaissance va vous secouer au-delà de tout ce que vous pourriez concevoir. Votre ministre de l'Intérieur est en train d'orchestrer un coup d'État administratif contre votre personne. Lécornu avait littéralement écarquillé les yeux. Pardon, un coup d'État? Marie Gauthier avait alors ouvert son dossier pour étaler méthodiquement sous ses yeux toute la matière probante de la trahison de Retillot, cliché des rencontres clandestines avec Laurent, enregistrement de leurs échanges les plus accablants, reproduction des faux documents conçus pour le compromettre. Voilà 3 semaines que Bruno Retillot œuvre pour le Rassemblement national. Il a constitué un dossier de toutes pièces contre vous avec la ferme intention de vous abattre dès demain matin lors d'une conférence de presse. Médusé Lécornu prenait conscience de l'envergure de la conspiration. Ces fausses preuves de corruption chinoise, ces témoignages monnayés, ces papiers trafiqués. Le tout avait été monté depuis le ministère de l'Intérieur en parfaite connivence avec l'extrême droite. Mais pour quelle raison, avait-il interrogé. Parce que vous représentez une gêne, lui avait rétorqué Marie Gauthier. Votre intégrité, votre cote dans l'opinion, votre refus catégorique de toute compromission avec les extrêmes.
Autant d'éléments qui font de vous un obstacle de taille à leur entreprise. Pour parvenir à hisser leur propre candidat à Matignon, ils doivent commencer par vous écarter. Cette révélation avait frappé le Cornu de plein fouet comme un coup de massue. L'un de ses propres ministres, un homme dans lequel il avait placé sa confiance, le trahissait depuis des semaines en marchant main dans la main avec l'ennemi politique de la République. Quel conseil pourriez-vous me donner? L'avait-il interrogé. Pour la première fois de la soirée, un sourire avait éclairé le visage de Marie Gauthier. Mon conseil, c'est de porter le premier coup, demain à l'aube, avant que Rétillot n'ait l'occasion de dégainer son faux dossier. Le plan qu'elle mettait sur la table avait quelque chose de proprement vertigineux. Plutôt que d'encaisser passivement l'assaut de Rétillot le Cornu, prendrait les devants en exposant publiquement la trahison de son propre ministre. Cette nuit-là restera gravée comme la plus interminable de toute la carrière de Le Cornu. Épaulé en sous-main par Marie Gauthier et une poignée d'agents loyaux de la DGSI, il s'était attelé à la préparation de l'opération la plus délicate de son existence, confondre publiquement un ministre félon en direct sous l'œil des caméras de télévision. L'équipe s'était retranchée dans une salle sécurisée de Matignon. Marie Gauthier avait dépêché sur place ses pointures les plus aguerries. Le commandant Pierre Roussel pour le pan juridique, la capitaine Sarah Chen pour l'expertise technique des preuves et l'analyste Julien Marchand pour le volet renseignement. Dans le moindre faux pas nous serait fatal, exposait Marie Gauthier. Il faut que chaque pièce soit authentifiée, que chaque document passe au crible, que chaque témoignage soit recoupé sous tous les angles. Rétillot va chercher à nous prendre en défaut sur la forme histoire d'esquiver le débat sur le fond. De son côté, Sarah Chen planchait sur le volet technique peaufinant les expertises informatiques destinées à mettre en lumière la falsification des faux documents. Jetez un œil à ces métadonnées, lançait-elle l'écran tourné vers ses collègues. Ces soi-disant documents officiels venus de Chine ont en réalité été générés sur un ordinateur français la semaine passée. Nous sommes même parvenus à identifier l'adresse IP de la machine ayant servi à les produire. Pierre Roussel lui supervisait le pan juridique, s'assurant que la totalité des preuves serait recevable devant la justice. Les écoutes étaient couvertes par une autorisation en bonne et due forme. Les filatures rigoureusement documentées, les témoignages parfaitement recevables. Rétillot n'aurait aucune marge pour contester la légalité de notre dossier. Pendant ce temps, Julien Marchand disséquait la nébuleuse d'influence du RN, dressant des organigrammes circonstanciés de leurs agents infiltrés au cœur de l'État. Le cas Rétillot n'est que la partie visible de l'iceberg, précisait-il. Nous avons identifié pas moins de 15 autres hauts fonctionnaires entretenant des liens directs avec leur réseau. C'est une véritable toile tissée patiemment dans l'ombre. L'équipe avait abattu un travail de titan tout au long de la nuit pour bâtir un dossier d'accusation absolument inattaquable, 300 pages de preuves, intégralement documentées, vérifiées et authentifiées, les enregistrements complets des entretiens entre Rétillot et les émissaires du RN, les clichés saisis lors de leur rencontre clandestine, les éléments établissant la fabrication artisanale des faux documents et les dépositions des fonctionnaires contraints de prêter la main au montage. Monsieur le Premier ministre, avait soufflé Marie Gauthier aux alentours de 5 heures du matin. Nous tenons un dossier en béton armé. Toutefois, soyez bien conscient qu'une fois cette bombe amorcée, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Avez-vous la certitude absolue de vouloir aller jusqu'au bout? À merveille, avait répliqué Sébastien, un sourire perceptible dans la voix. D'ailleurs, je compte apporter avec moi plusieurs dossiers fort instructifs que mes services viennent tout juste de boucler. J'ai la conviction que cette conférence constituera bel et bien un tournant déterminant dans votre mandat. Et ça m'est aussi il avait raccroché en savourant une satisfaction qu'il ne cherchait même pas à dissimuler, échafaudant déjà mentalement la manière dont il dévoilerait son faux dossier à charge. D'ici quelques heures, il aurait anéanti le Cornu et se serait emparé de son fauteuil à Matignon. Du moins, telle était sa conviction. Rétillot s'était empressé de joindre Laurent pour lui transmettre l'heureuse nouvelle. « Le timing est idéal », s'était-il félicité. « Le Cornu en personne m'offre la tribune sur laquelle je vais l'exécuter. C'est tout simplement du pain béni. » Méfiance, l'avait aussitôt mis en garde Laurent. Ne minimisez jamais la valeur d'un adversaire. Si le Cornu en est arrivé là, ce n'est pas par hasard. Tenez-vous-en avec rigueur au scénario que nous avons élaboré.
Soyez sans crainte, avait rétorqué Rétillot avec une morgue qui allait lui coûter une fortune. D'ici 3 heures, le cornu sera réduit en cendres et je trônerai à sa place. Marine pourra démarrer la préparation de 2027 avec son futur chef du gouvernement. Pendant ce temps-là, dans les dédales de Matignon, l'équipe de Marie Gauthier mettait la dernière main aux préparatifs. Des agents en tenue civile s'étaient postés à l'intérieur de la salle de presse comme aux abords immédiats du bâtiment. Les techniciens, eux, procédaient aux ultimes essais des équipements de diffusion qui permettraient de projeter en direct les pièces à conviction sur les écrans géants. Chaque détail avait été réglé avec une précision d'horloger. « Monsieur le Premier ministre », avait soufflé Marie Gauthier dans l'oreillette de Lecornu vers 9 heures, « nos hommes sont en position. Si Rétillot esquisse la moindre tentative fuite, esclandre destruction de preuves, nous sommes parés à intervenir sur le champ. » Lecornu avait acquiescé d'un mouvement de tête, ressentant tout le poids de l'histoire qui s'abattait sur ses épaules. Il s'apprêtait à vivre l'un des instants les plus décisifs de toute sa carrière, et peut-être même de toute son existence. À 10 heures pile, Lecornu pénétrait dans la salle de presse de Matignon talonné par Bruno Rétillot qui arborait un sourire plein d'assurance. Le ministre de l'Intérieur tenait sous le bras une mallette en cuir noir renfermant son faux dossier à charge. Il était convaincu que d'ici quelques minutes, il aurait pulvérisé Lecornu et lui aurait ravi sa place. L'atmosphère qui régnait dans la salle était électrique au possible. Plus d'une centaine de journalistes français et de correspondants étrangers s'y pressaient tous parfaitement conscients qu'ils s'apprêtaient à assister à un moment d'envergure historique. Les caméras de l'ensemble des chaînes de télévision étaient pointées vers l'estrade et les photographes mitraillaient le moindre geste des deux hommes. D'un geste discret, Rétillot avait jeté un dernier coup d'œil au contenu de sa mallette faux ordre, de virements témoignages fabriqués, documents trafiqués. Il était même allé jusqu'à peaufiner une déclaration solennelle expliquant comment ses investigations de routine lui avaient révélé, avec stupéfaction et dégoût, la corruption avérée de Lecornu. Il se fourvoyait dans les grandes largeurs. Lecornu lui avait pris place derrière le pupitre déposé devant lui une chemise rouge frappée de la mention confidentielle et balayé du regard le parterre des journalistes français et étrangers. Son visage affichait une gravité, une détermination sans faille, celle d'un homme prêt à dévoiler une vérité qui allait ébranler la nation tout entière. « Mesdames, Messieurs, avait-il entamé d'une voix d'un calme absolu mais empreinte d'émotion, je vais devoir vous livrer une révélation d'une extrême gravité. Une révélation qui touche à la sécurité même de nos institutions démocratiques et à l'avenir de notre République. » Installé au premier rang mallette posée à ses pieds, Rétillot conservait son sourire intact, persuadé que Lecornu s'apprêtait à annoncer sa propre démission, ouvrant ainsi la voie aux révélations qu'il comptait dérouler dans la foulée. Il avait même répété mentalement son discours mêlant surprise, feinte et tristesse de circonstance face à cette annonce qu'il prétendrait découvrir. Hier soir, avait poursuivi Lecornu, j'ai eu la stupéfaction de constater qu'un membre de mon propre gouvernement bafouait la République française en collaborant clandestinement avec l'extrême droite. Le sourire de Rétillot s'était brusquement gelé. Lecornu avait alors ouvert sa chemise rouge et en avait extrait un premier cliché qu'il avait brandi face aux caméras. Vous voyez ici Bruno Rétillot, ministre de l'Intérieur, en pleine entrevue avec un émissaire de Marine Le Pen le 24 novembre dernier dans un restaurant parisien. Rétillot s'était décomposé, le teint subitement blême. Voici à présent, avait enchaîné Lecornu en sortant un second élément, l'enregistrement de leur conversation au cours de laquelle Rétillot consent à torpiller le gouvernement en échange du soutien apporté par le Rassemblement national. Et l'enregistrement avait alors retenti dans toute la salle. On y entendait avec une netteté glaçante la voix de Rétillot consentir à miner Lecornu de l'intérieur et à fabriquer de toutes pièces les preuves nécessaires pour précipiter sa chute. Le choc avait été d'une violence sismique. Les journalistes griffonnaient leurs carnets dans une fébrilité presque palpable. Les caméras s'étaient toutes braquées sur Rétillot qui paraissait littéralement statufié sur son siège. 20 minutes durant, Lecornu avait passé en revue avec une rigueur méthodique l'intégralité des preuves attestant la trahison de Rétillot. Chaque révélation venait s'appuyer sur des éléments visuels projetés en direct sur les écrans géants disposés dans la salle, faux documents fabriqués au sein même des services du ministère de l'Intérieur, témoignages monnayés contre lui, fausses preuves de corruption truquées sur mesure, tout y passait exposé avec une précision quasi chirurgicale.
Voici les métadonnées de ce prétendu document officiel d'origine chinoise, commentait le Cornu en désignant l'écran. Comme vous pouvez le constater par vous-même, il a été conçu sur un ordinateur français en date du 3 décembre, à l'intérieur même des bureaux du ministère de l'Intérieur. L'auditoire pendait littéralement à ses lèvres. Y compris les journalistes les plus chevronnés noircissaient leurs carnets dans un état de fébrilité totale, saisissant qu'ils étaient les témoins privilégiés de l'un des plus retentissants scandales politiques que la Ve République ait jamais connu. Et voilà à présent les justificatifs bancaires établissant que M. Rétillot a versé 500 000 € à Jean-Marc Durand, 300 000 € à Sophie Berstein et 200 000 € à Patrick Morel, en contrepartie de leur témoignage à mon encontre. Rétillot avait pris un tank cadavérique. Chaque pièce dévoilée pulvérisait un peu plus son scénario. Comment le Cornu avait-il pu mettre au jour des détails aussi pointus? Par quel miracle était-il parvenu à éventer un complot ourdi avec une telle minutie? Le Cornu avait mené sa démonstration à terme en se tournant frontalement vers son ministre. Sa voix vibrant légèrement d'une indignation maîtrisée donnait toute la mesure de la gravité des faits. Le ministère de l'Intérieur avait été métamorphosé en officine de propagande au service direct de l'extrême droite. Rétillot avait détourné les moyens de l'État français, l'argent des contribuables, les ressources de la République pour bâtir de toutes pièces un dossier fabriqué contre le Premier ministre, légitimement en exercice. La salle baignait dans un silence digne d'une cathédrale. On n'y percevait que le claquement sec des appareils photo et le crissement effréné des stylos courants sur les carnets des journalistes. Rétillot semblait avoir pris 10 années dans la figure en l'espace de 20 minutes. Sous les coups de boutoir des révélations de Le Cornu, sa stratégie volait en éclats sous les yeux du pays tout entier. Par la présente, je notifie à M. Rétillot son éviction immédiate du gouvernement de la République française et je sollicite du procureur de la République l'ouverture sans délai d'une enquête pour haute trahison et intelligence avec l'ennemi. Rétillot avait esquissé un mouvement pour se redresser et protester, mais sa voix s'était étranglée dans sa gorge. « Monsieur le Premier ministre, il s'agit là d'un malentendu monumental, d'une pure manipulation. » Avait-il fini par bredouiller? Le Cornu lui avait répondu d'une voix d'une fermeté à toute épreuve. « Nous disposons de 127 heures d'enregistrement de vos conversations avec les opérateurs du Rassemblement national. Nous tenons les preuves financières de votre entreprise de corruption de fonctionnaires. Nous avons recueilli les dépositions des personnes que vous avez forcées à se prêter à votre mise en scène. Il ne s'agit en aucun cas d'un malentendu, mais bel et bien d'une haute trahison. » C'est précisément à cet instant-là que 2 hommes vêtus de costumes sombres s'étaient avancés vers Rétillot avec discrétion. Depuis sa salle de contrôle, Marie Gauthier venait de donner le top départ. M. Rétillot avait articulé l'un d'eux en présentant subrepticement sa carte de service. « Nous appartenons à la DGSI. Nous allons devoir vous prier de nous accompagner pour les besoins d'un interrogatoire. » L'ex-ministre avait alors lancé des regards éperdus tout autour de lui, en quête d'une porte de sortie, d'un appui, de quoi que ce soit, mais il se retrouvait seul face à la déroute totale de ses ambitions. En l'espace de quelques minutes seulement, il était passé du statut de ministre couvert d'égards à celui de traître démasqué en direct sous les yeux de millions de Français. Les caméras n'avaient pas perdu une miette de son arrestation. Les images de Rétillot franchissant la sortie menottes, au poignet, le visage ravagé, abandonnant derrière lui sur le sol sa mallette bourrée de fausses pièces, allaient se répandre à travers le monde entier en quelques heures à peine. Les retombées de cette révélation se firent sentir dans l'instant même avec une intensité spectaculaire. À peine 1 heure après la fin de la conférence de presse, le parquet national antiterroriste avait déjà déclenché une enquête pour intelligence avec l'ennemi et complot contre la sûreté de l'État. Dès l'après-midi, Rétillot se retrouvait placé en garde à vue. Marine Le Pen en personne se voyait également mise en cause. Les enregistrements démontraient sans ambiguïté qu'elle avait été tenue informée personnellement du complot fomenté contre Le Cornu et qu'elle l'avait approuvé en toute connaissance de cause. Pour la toute première fois dans les annales de la Ve République, une figure de proue de l'opposition se voyait poursuivie en justice pour tentative de coup d'État. La déflagration franchit allègrement les frontières hexagonales à travers l'Europe entière. Les organes de presse titraient sur le complot fasciste neutralisé en France. L'Union européenne, quant à elle, exprimait un appui sans réserve au gouvernement démocratique français. La réaction la plus retentissante émana du peuple français lui-même. Dès les heures qui avaient suivi la révélation des rassemblements spontanés de soutien à Le Cornu,
s'était mis en place dans toutes les grandes métropoles du pays. Merci le Cornu aux scandales et manifestants défenseurs de la République. Les enquêtes d'opinion révélaient un basculement intégral du sentiment public. En l'espace de seulement 24 heures, l'indice de confiance accordé à Lecnu avait fait un bond de 30 points. L'opinion publique saluait sa manière de gérer la crise et voyait désormais en lui un véritable rempart de la démocratie. Une demi-année plus tard, à l'occasion du procès de Bruno Retailleau, la justice française rendit un verdict d'une portée historique. L'ex-ministre se vit infliger une peine de 15 années de prison ferme pour intelligence avec l'ennemi et complot contre la sûreté de l'État. Marine Le Pen, de son côté, écopa de 10 années d'inéligibilité pour incitation au coup d'État. Le Cornu lui accéda au rang de héros national. Son patronyme s'inscrivit au panthéon de la République aux côtés de ceux des grandes figures qui avaient défendu la démocratie française à travers les âges. Lorsqu'on l'interrogeait pour comprendre comment il avait pu puiser le courage nécessaire pour affronter ainsi l'extrême droite, le Cornu répondait avec une simplicité désarmante « Je n'avais aucun autre choix ». Le jour où l'on découvre qu'un félon détourne les institutions républicaines pour les mettre au service des adversaires de la République, on a l'obligation morale de le confondre. Quel que soit le prix à acquitter, à l'heure actuelle, lorsque les historiens reviennent sur cette époque, ils évoquent le jour du Cornu comme un instant fondateur de la démocratie française contemporaine. Le jour où un homme avait eu le cran de dire non à la trahison, non à la connivence avec l'extrême droite, non à la lâcheté en politique. Bruno Retailleau s'était imaginé pouvoir abattre le Cornu à coups de stratagèmes et de manipulation. Mais il avait gravement mésestimé la puissance de l'intégrité et la force redoutable de la vérité. En l'espace de 24 heures à peine, le chasseur s'était mué en proie, le traître était démasqué et la République était sauvée du pire. Sébastien Lecnu avait préservé la France d'un coup d'État qui s'avançait masqué, et ce jour-là, il entra pour de bon dans le grand livre de l'histoire de son pays. De l'histoire de son pays. De l'histoire de son pays.